Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Sichel, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, ce conflit au Moyen-Orient qui rentre dans sa 5e semaine, 2e mois, on s'interroge évidemment sur l'impact sur l'économie mondiale, l'économie française. On a vu les chiffres ce matin, l'inflation a doublé en France, passé de 0,9 à 1,7%, et la consommation a décroché en France au mois de février. Au mois de mars, non, mois de février, je ne sais pas de bêtises, mois de février. Voilà, trop tôt pour tirer des conclusions définitives ou on voit bien que les premiers effets se font sentir? C'est un peu trop tôt pour savoir si ça va être un choc durable, mais quand même, on a les premiers signes qu'on est dans un choc inflationniste. Alors, c'est des enchaînements qu'on connaît. Rupture de l'approvisionnement du pétrole, loi de l'offre et la demande, le prix du pétrole augmente, on a un prix du baril qui s'envole. C'est un choc pétrolier ou pas? Vous le qualifiez ça de choc pétrolier? Ah bah oui, ça tourne un choc pétrolier. À partir du moment où on contingente le pétrole et que vous avez des tensions sur la demande qui se traduisent par un accroissement du prix, c'est un choc pétrolier. Alors est-ce qu'il est durable ou pas durable? C'est ce qu'on verra. S'il est durable, on va avoir des enchaînements qu'on connaît, qui étaient décrits d'ailleurs par votre précédente interviewé. Augmentation de l'inflation, augmentation des taux, ralentissement de l'investissement, baisse des valorisations. Donc c'est un scénario dit de krach obligataire inflationniste qui fait partie des hypothèses sur lesquelles on travaille avec la Caisse des dépôts. C'est normal. Mais qui n'est pas pour l'instant un scénario central, qui reste un scénario adverse. C'est un scénario adverse, mais dont la probabilité augmente. Ouais. Et chaque semaine qui passe, la probabilité augmente. Même si les marchés financiers quand même ont bien résisté, en dehors du pétrole qui lui a pris 75 ou 80%, j'ai plus ça en tête depuis le début de l'année. Globalement, les taux souverains ont augmenté, mais il n'y a pas non plus de krach obligataire pour l'instant. Les marchés actions ont perdu 10% par rapport à leur point haut. Il n'y a pas non plus de... Oui, mais vous voyez, mais les signaux ne sont quand même pas très très bons. Non, ils sont pas bons. Les taux, ils augmentent doucement. Alors, ce n'est pas brutal. Le marché, il baisse, ce n'est pas brutal, mais le marché baisse et les taux augmentent. Et c'est ça le scénario qui n'est quand même pas le plus favorable pour l'économie française. Ouais, c'est vrai que beaucoup d'investisseurs tablaient sur une offensive, non pas éclair, mais courte. Ce scénario, chaque jour qui passe, devient de plus en plus obsolète. Et c'est dommage parce que le premier trimestre, c'était plutôt bon. On avait un premier trimestre qui était bien orienté. Nous, toutes les composantes du groupe étaient très contents de leur premier trimestre. Du point de vue immobilier, ça allait très très bien. On était dans une phase de grands investissements. Et donc là, effectivement, il y a une inflexion. Cette guerre d'Iran marquera une inflexion dans l'année 2026. Il faudra voir l'ampleur de cette inflexion. Et ces experts qui viennent nous voir sur les plateaux, on ne cite pas de nom, mais qui pensent que cette crise énergétique, pour le coup, pourrait déboucher sur une récession économique. C'est trop tôt pour échafauder ce type de... Alors c'est encore trop tôt, mais en revanche, c'est pas trop tôt pour prendre des décisions pour déployer notre souveraineté énergétique. Et nous, bien avant la crise du Strait d'Ormuz, on avait annoncé le financement du nucléaire. On le voit à quel point c'est important qu'en France, un acteur souverain comme la Caisse des dépôts puisse faire en sorte qu'on soit moins dépendant de ces chocs externes. Parce qu'on voit bien, David Jaco, ces décisions, elles nous échappent. Ce n'est pas nous qui allons faire la paix dans le détroit d'Ormuz. Donc autant faire en sorte qu'en revanche, ce qui est à notre main, c'est-à-dire être capable d'avoir plus de souveraineté énergétique, de réduire notre dépendance énergétique, ça, il faut qu'on puisse le faire. Justement, le rôle de la Caisse des dépôts pour amortir le choc qui est en train de se produire sur l'économie notre rôle. française. Alors, c'est notre rôle contracyclique. Au-delà de ce que vous faites déjà aujourd'hui, oui. ce qui pourrait... Alors, c'est notre rôle contracyclique. C'est quand il y a un repli de l'économie, d'être encore plus là pour investir, pour soutenir l'économie, avec notre bras sur les entreprises BPI France, qui a d'ailleurs sorti un certain nombre de prêts très très ciblés sur les marins pêcheurs, sur les chauffeurs routiers, sur les chauffeurs de taxi, pour leur permettre de passer ce cap-là. C'est le rôle de la Banque des Territoires qui a fait une année record de près de 41,5 milliards dans le soutien pour le logement. Qu'est-ce qu'on entendait juste avant? Augmentation des taux, freinage des projets privés, mais le logement social qui bénéficie en plus de taux très très favorables puisque eux ils sont indexés sur les taux courts, eh bien on va être de nouveau au rendez-vous pour soutenir le logement et l'industrie de la construction. Il y a de nouveaux secteurs que vous pourriez aider directement ou indirectement la Caisse? Alors l'énergie, le nucléaire, c'est une vraie inflexion. La Caisse n'avait jamais été sollicitée pour le nucléaire. Et là, si vous avez financé, je résume, si vous me dites si je me trompe, 6 futurs réacteurs nucléaires, EPR, donc d'EDF, nouvelle génération, dès l'an prochain, 4 milliards d'euros par an sur 12 ans. Oui. Donc vous financez 2 tiers du coût total de ces nouvelles centrales. Est-ce que c'est bien ça le chiffre? 60%, mais c'est exactement ça. C'est 4 milliards sur 12 ans. Alors c'est beaucoup, 4 milliards. Mais en même par temps, an, c'est par an. Par an, oui, sur 12 ans. Mais l'an dernier, la Banque des Territoires, elle a prêté 41 milliards. Donc vous voyez, on a la capacité. Et vous allez dire,
où je vais les prendre ces 4 milliards ? En fait, c'est les Français qui me les donnent. C'est le fameux livret A, qui est l'épargne préférée des Français. 450 milliards d'euros. 450 milliards, donc on a tout à fait la possibilité de l'accompagner. Et puis c'est important parce que ça avait des financements très longs. Les journalistes n'ont pas posé la question de la maturité, mais c'est des prêts à 30 ans. Et vous voyez bien que le marché Quelle est la n'est pas maturité capable. officielle de ces prêts? 30 ans. 30 ans exactement, mais vous voyez que le marché, il prête à 10 ans, il prête à 15 ans, parfois à 20 ans, mais aller sur 30 ans, c'est difficile. Or, le délai de construction d'une infrastructure comme un EPR, parce que c'est pas comme une centrale téléphonique, une centrale nucléaire, ça met un peu de temps à être construit, et donc c'est 30 ans, et là, bien, on a un outil, le fonds d'épargne, le livret A, que la Caisse des dépôts sait mettre à disposition de grands acteurs comme EDF. Sans risque de dérapage des coûts, parce qu'on sait que la facture au final des EPR... Alors on va avoir une garantie de l'État, largement dérivé. on va avoir une garantie de l'État qui nécessite encore d'être votée pour que le dispositif soit totalement complet. Il y a deux choses qui manquent. Il y a l'accord de la Commission européenne, parce que c'est une aide d'État, donc c'est soumis à certaines règles. Et puis la garantie de l'État qui doit passer en loi de finances pour que ce prêt se fasse sans risque pour les épargnants qui placent leur argent sur le livret A. À ceux qui disent que cet argent qui va financer le nucléaire, ça sera ça en moins pour financer le logement social. Ça, on vous l'a posé cette question. Vous répondez clairement non. Pas du tout. Pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y aura aucun euro d'évincé au détriment du logement social. Non seulement on pourra toujours continuer à financer le logement social, mais on pourra continuer à financer les projets des collectivités locales. Là, il y a eu les élections municipales qui viennent de se terminer. Ouais. Donc, il y a 36 000 nouveaux exécutifs locaux qui sont là. On est prêt à les accompagner. Alors, faire du nucléaire, c'est bien, mais on les accompagne surtout, David Jaco, sur l'efficacité énergétique. Par exemple, la rénovation des écoles. La moitié du parc immobilier des collectivités locales sont des écoles. On a prévu d'en rénover 10 000 d'ici 2027. On a déjà rénové 6 000. Et donc, on a plein de projets avec ces nouveaux exécutifs locaux, parce que la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on ne dépense pas. Mais tout ça, ce n'est pas enveloppe constante. Et s'il y a des nouveaux besoins de financement, il faut plus de capacité. En même temps, comme les résultats ont été bons l'an dernier, 5 milliards d'euros, ça veut dire qu'il y a plus de fonds propres qui viennent renforcer la caisse, sa solidité, et donc plus de moyens d'intervenir aussi dans l'économie. C'est la mécanique fondamentale que vous avez bien décrite pour un établissement financier. Il peut prêter à hauteur de ses fonds propres. Donc ces bons résultats de la caisse, nous, on n'a pas d'actionnaire, on est un établissement public. Ils servent à quoi? Ils servent à renforcer les fonds propres pour en faire plus en termes de financement de l'économie pour les Françaises et les Français. Bon, après, question je pense que les gens doivent se poser, mais d'où viennent, comment on explique ces 5 milliards d'euros de bénéfices qui sont, alors record, parce que c'est des points hauts, je pense que c'est, il n'y a jamais eu autant, enfin à quelques centaines de millions d'euros près, donc à des niveaux élevés et stables. Comment on explique ces 5 milliards d'euros? Moi je sais, mais expliquez-le simplement. Alors, d'une part, de nos choix stratégiques, on a réussi à avoir un modèle extrêmement solide à la Caisse des dépôts où quand il y a des activités qui vont moins bien, comme par exemple l'industrie automobile, vous le savez chez BP va moins bien, et bien il y en a d'autres activités comme les infrastructures, je pense à Euronext, à Euroclear dont on est actionnaire, qui vont bien, et les moins compensant les plus, eh bien, au fur et à mesure qu'on se développe, on arrive à avoir un modèle qui est créateur de valeur. Et puis il y a cette nouvelle entité, la Banque des Territoires, qui a été créée récemment, qui a de très très bons résultats, qui répond vraiment à un besoin de marché, notamment la transformation écologique, et qui a fait une année record à 41 milliards. Il y a encore quelques années, la Caisse des dépôts prêtait plutôt 10 milliards. Donc c'est là d'où viennent les très très bons résultats. La baisse du livret A aussi, il faut expliquer pourquoi. En quoi est-ce que la baisse du livret A, quelque part, alimente vos résultats? Parce qu'on rémunère moins les dépôts qui nous sont confiés. Et donc, il y a un petit effet de retard cette année, c'est-à-dire que nos emprunteurs, les bailleurs sociaux, eux, ont tout de suite l'impact de la baisse du livret A. Et en revanche, la partie des recettes, elle met un petit peu plus de temps à se mettre en place. Donc, il y a un petit effet technique. Mais vous voyez, l'important, c'est pour nous d'avoir des résultats stables et de long terme. C'est extrêmement important que la Caisse des dépôts soit une maison solide et stable dans la durée. Avec une décollette, vous allez me dire c'est à la marge sur le livret A, 500 millions d'euros, c'est ça le chiffre? Oui. Sur 450 milliards. 500 millions, on peut dire c'est beaucoup, mais rapporter 450 milliards. Mais bon, après c'est vrai que ça rapporte moins, même si avec l'inflation qui remonte, le livret A rapportera plus, mais en même temps, c'est de l'inflation en net. Les Français, ils sont rationnels, ils arbitrent. Ils arbitrent vers quoi? Ils arbitrent vers l'assurance vie. Plus les taux augmentent, plus l'assurance vie devient intéressante. Donc les Français prennent un petit peu de leur livret A pour le mettre sur l'assurance vie, mais ils avaient mis beaucoup les années précédentes. En 22, 23, 24, la collecte moyenne était de 20 milliards. Donc on a beaucoup collecté.
un peu contraint parce que les Français consommaient pas parce qu'ils étaient bloqués, ils étaient confinés, donc ils ont mis beaucoup d'argent sur livret A et aujourd'hui ils en reprennent un petit peu, mais ça reste quand même un volume très important, 450 milliards. À nous de faire en sorte que cette épargne des Français, elle soit mise au travail. Elle soit mise au travail avec des chantiers pour la construction de logements sociaux, qu'elle soit mise au travail pour la transformation écologique et pour nos grands défis de souveraineté. On a parlé de la souveraineté énergétique. Ouais. D'autant que c'est vrai que cette hausse du prix de l'énergie, quand elle sera derrière nous et c'est souhaitable, ça sera urgent de se poser les vraies questions de notre dépendance aux énergies fossiles et donc pour l'Europe, pour la France, de renforcer son indépendance énergétique et ça passe évidemment par une accélération de la transition qui n'a pas subi on a souvent entendu qu'aux États-Unis ou ailleurs en Europe, on levait le pied. Alors, les États levaient le pied. Pas du tout, Didier. Pas chez nous, faut pas vraiment, ici. pas chez nous, pas ici. Moi, qui suis toutes les semaines dans les territoires, je suis au contact de maires qui font quoi? Qui font de la rénovation énergétique de leurs écoles. Pas parce que Trump leur dit non oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que les enfants ils aient trop chaud l'été et trop froid l'hiver, et qu'ils ont à eux-mêmes à payer la facture énergétique, et qu'ils ont anticipé qu'avec une crise du pétrole, ça allait devenir plus cher. Ils font des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Petit à petit, le pays se transforme et il y a de plus en plus de véhicules électriques. Encore faut-il qu'il y ait des bornes de recharge de véhicules électriques. L'an dernier, on a dépensé énormément sur les stations d'épuration, les réseaux d'eau. On va vers un climat qui est de plus en plus sec, et donc l'eau devient une ressource rare. Autant éviter que les réseaux soient fuyards. On a fait énormément d'investissements dans l'eau. Autre exemple, le financement du ferroviaire en région. La plupart des présidents de région ont fait des nouveaux TER, et c'est de la mobilité décarbonée. Ils les ont financés sur 40 ans avec la Banque des Territoires. Donc tous les jours, je vois des élus qui sont très orientés vers la transformation écologique. J'ai lu que vous financiez une énergie renouvelable sur 2 en France. C'est vrai ça? C'est vrai, on est vraiment très très engagé sur les. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est par exemple l'hydraulique. On est actionnaire de la Compagnie nationale du Rhône, qui est le premier producteur d'énergie nouvelle indépendante. C'est l'éolien, avec de l'éolien offshore, qui sont des gigantesques projets très technologiques au large de l'Île-d'Yeu, de Noirmoutier, dans le golfe du Lion. C'est du photovoltaïque avec les agriculteurs, c'est du photovoltaïque en toiture. Par exemple, on a financé à Bordeaux la centrale de la Barde, qui apporte de l'électricité à 1 Bordelais sur 7. C'est sur une ancienne décharge où vous mettez des panneaux solaires et donc on produit toute cette énergie. Donc on est très engagé, beaucoup avec les collectivités locales et puis avec toute une série de développeurs indépendants dans ces ENR. Bon, on va se quitter là-dessus, mais je pense au sujet d'après, on va parler de SpaceX qui va s'introduire en bourse, introduction XXL à la démesure d'Elon Musk. Vous regardez ça aussi, les IPO, les introductions en bourse en France, ça fait partie du sujet souveraineté. La souveraineté, c'est la souveraineté énergétique, c'est la souveraineté industrielle, la souveraineté numérique. Souveraineté financière passe aussi notamment par avoir des champions. Et la bourse, c'est un point de sortie ou un point d'entrée pour des actionnaires et pour une histoire d'entreprise. Que peut faire la Caisse? Alors la Caisse, elle peut parce que c'est pas vous qui décidez pour les projets qui ont envie ou pas de s'introduire en bourse. Non, mais on est là au moment où elles s'introduisent en bourse. Ces entreprises qu'on connaît, souvent elles sont nées avec BPI France ou avec des fonds qui ont été aidés par BPI France. Exemple? Doctolib, par exemple. Et pas en bourse. Non, mais justement, c'est des gens qu'on accompagne pour un moment venir en bourse. Et là, on joue notre rôle qui s'appelle en termes techniques, mais on est quand même dans Ecorama, on peut se permettre d'être un peu technique, Cornerstone Investor. C'est-à-dire qu'au moment où on va s'introduire en bourse, il faut qu'il y ait un club d'investisseurs qui disent « Ok, c'est la première fois que la société va s'introduire en bourse, et bien moi je prends le pari de la soutenir. » Et ça a un effet de levier très important. Et nous, l'effet de levier qu'on s'est donné dans un plan qui s'appelle Horizon Numérique 2030, c'est de dire voilà, la Caisse va mettre 500 à 1 milliard sur ces introductions en bourse pour permettre aux entreprises de lever 5 à 10 milliards. Vous voyez un effet de levier de 10. Quand la Caisse met 100 millions sur l'introduction en bourse, généralement, elle est capable d'introduire, d'entraîner avec. Vous ne visez pas un nombre d'introductions en bourse, mais plutôt un montant. Plutôt un montant, parce que c'est ça qui est révélateur de la puissance. Pourquoi à un moment les introductions en bourse sont nécessaires? Parce que l'entreprise, elle s'est développée avec des fonds privés, alors elle a pu lever 50, 100, 300 millions, mais si elle veut lever 1 milliard, il n'y a que l'introduction en bourse, les marchés financiers qui permettent d'avoir de telles levées. Donc la Caisse des dépôts a des objectifs ambitieux pour accompagner. Elle a non seulement des objectifs ambitieux, mais elle suit avec BPI un certain nombre d'entreprises qui saisiront le moment opportun. Alors là, c'est vrai qu'avec ce qui se passe dans le Golfe, ce n'est pas tout à fait le moment d'aller solliciter mais SpaceX public. Va y aller quand même apparemment. Mais SpaceX, oui, mais SpaceX est très 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 mûr. Et puis c'est vrai que le marché financier du Nasdaq est beaucoup plus mature avec une profondeur.
Alors c'est aussi notre rôle, je l'ai dit, on est actionnaire d'Euronext, on est le premier actionnaire d'Euronext qui petit à petit, vous avez vu cette année ils ont racheté la bourse d'Athènes, Oui. commence à avoir... Il était là il y a 10 jours pour en parler. Il y a 10 jours, donc aujourd'hui, Patron d'Euronext. nous sommes le premier actionnaire d'Euronext, je suis moi-même administrateur d'Euronext, hein. Donc c'est la bourse de Paris évidemment, que tout le monde connaît, mais de Milan, de Bruxelles, de Lisbonne, de Dublin, d'Oslo, d'Amsterdam et puis maintenant d'Athènes. Donc petit à petit, on arrive à créer ce marché de plus en plus large et profond qui permet des levées plus importantes pour nos champions européens. Allez, merci à vous. Merci pour cet entretien avec vous, Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci.